Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers qui est avec vous pour cette 9e semaine à distance en sécurité informatique. Aujourd'hui, on commence l'avant-dernière partie du cours. Il reste 2 parties au cours. Pendant 2 semaines, on va faire un peu de sécurité sous Linux. Puis pour le reste de la session, on va faire un peu de sécurité sous Windows. Donc, on commence cette semaine-ci avec la sécurité sous Linux. Donc, vous avez les notes de cours qui sont disponibles sur Léa. Aussi avec une partie de laboratoire. Pour la fin de la session, on va avoir un laboratoire sous Linux, un laboratoire sous Windows. Donc, on commence la partie de laboratoire sous Linux. Donc, qui est disponible aussi dans les notes de cours sur Léa. Donc, on commence avec les notes de cours sur PowerPoint. En même temps, je vais faire des petites démos sur ce qu'il y a dans les notes de cours. Donc, la sécurité sous Linux. Pour cette première partie de cours-là, on va voir un petit peu ce que c'est Linux, révision de ce qu'est Linux, la sécurité de Linux. Donc, on va avoir quelques petites commandes à apprendre. Et le bastion de sécurité de Linux, qui est un peu le firewall de Linux qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours-ci. Retour sur Linux. Quelques petits détails. Bon, Linux, c'est un système d'exploitation open source. Il est reconnu surtout pour ça, pour la plupart des versions en tout cas. Disponible depuis 1991. Il existe plusieurs centaines de distributions de Linux. Le fait que ce soit open source, ben, tout le monde peut y aller un petit peu en programmant avec sa version de Linux. Donc, aller chercher des sources, différentes sources, puis le reprogrammer selon ses besoins. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de versions de Linux sur des téléphones cellulaires, sur des tablettes, parce qu'à la base, on peut aller chercher une distribution gratuite, la remodeler selon l'appareil qu'on a à utiliser, puis en faire une version différente pour certains appareils. Il y en existe plusieurs, des reconnus et des moins reconnus. Sur les téléphones cellulaires, ben, on va souvent parler d'Android qu'on installe sur les téléphones. Si vous n'avez pas un téléphone de type Apple, comme un iPhone, souvent, la plupart des autres téléphones, que ce soit un Google, que ce soit un Samsung, etc., ils vont utiliser des versions de Linux sur leur téléphone ou sur leur tablette. Donc, Debian, Slackware, puis Red Hat, c'est des versions quand même qui sont connues de Linux. Parmi les plus populaires, ben, celle qu'on utilise dans le cours, c'est la Ubuntu. Très facile à utiliser, très populaire, utilisée un petit peu n'importe où. Souvent, les gens vont, s'ils ne choisissent pas de faire du Windows, souvent ils vont faire du Ubuntu avec une interface graphique assez intuitive, assez facile à utiliser dans la plupart des versions. Vous avez Mint Cinnamon, très complète aussi. Mint Mate, si vous avez un vieil ordinateur qui ne fonctionne plus bien, qui est un peu lent, ben, il y a une version un peu légère pour les vieils ordinateurs, les vieux PC. Zorin OS, une version qui ressemble beaucoup à Windows. Donc, si vous voulez être pas trop dépaysé avec le mode fenêtre, vous pouvez utiliser cette version-là. Il y a la fameuse version Red Hat qui existe depuis plusieurs années. C'est une version professionnelle, très, très performante. Par contre, souvent, il faut débourser un montant pour avoir cette version de Linux-là. CentOS, idéal pour les petites entreprises, les PME. C'est basé sur Red Hat, mais sauf qu'elle est gratuite. Fedora, qui a souvent été une des versions préférées, chouchou des gens, offre une version Workstation, serveur, cloud, etc. Donc, plusieurs différentes versions selon les besoins que vous avez avec Linux. Perfect. Pour connaître la version de Linux, ben, vous avez tout simplement à ouvrir un terminal, puis tout simplement essayer quelques commandes. Donc, vous avez 4 petites commandes que vous pouvez tester dans votre version de Linux aussi ici, pour voir quelle version exactement de Linux vous avez. Donc, je prends quelques petites secondes. Je vais démarrer ma machine virtuelle de Linux, comme vous allez avoir à faire dans le laboratoire. Je vous rappelle que pour installer une des versions de Linux, on met à votre disposition 3 VM, donc une Kali Linux, une Windows Server qu'on va avoir besoin pour la fin du cours et une Ubuntu qui est disponible, que vous pouvez voir dans le laboratoire numéro 4. On vous indique comment aller chercher ces machines virtuelles-là. Idéalement, si vous avez de la place sur votre disque dur, ça serait cool de mettre les versions pour qu'ils soient plus rapides en version machine virtuelle. Sinon, vous pouvez la mettre sur une clé USB ou un disque dur externe. Ça va juste ralentir beaucoup la VM. Ça dépend de votre patience. Ça dépend de l'espace que vous avez sur votre disque dur. Donc, vous avez tout simplement à faire File, Open, puis aller chercher la version d'Ubuntu à l'intérieur des dossiers que vous avez dézippés. Vous allez avoir une VMX qui est là. Donc, vous allez pouvoir cliquer là-dessus, faire ouvrir. Là, moi, je vais faire annuler parce qu'elle est déjà installée.
j'ai une version d'Ubuntu, comme on vous demande d'installer la 18.04. Ensuite de ça, vous cliquez sur la version d'Ubuntu, vous pesez sur la petite flèche verte pour démarrer la version de Linux que vous avez besoin. Pour Linux puis Windows Server, ben, le mot de passe administrateur, parce que l'avantage d'avoir une machine virtuelle comme ça, c'est qu'on peut être administrateur de notre machine. C'est admin avec un A majuscule, 1, 2, 3, étoile. Donc, prenez-le en note. Vous allez en avoir besoin à chaque fois que vous allez ouvrir une machine virtuelle qui provient du cégep. La plupart du temps, ça va être le même genre de mot de passe. Dans notre cas, ça va être admin avec un A majuscule, A-D-M-I-N, 1, 2, 3, avec un étoile. Donc, vous allez taper tout simplement ça pour ouvrir votre machine virtuelle. C'est une version Ubuntu 18.04. Ça se peut qu'on vous demande de faire la mise à jour vers la 20 quand vous allez ouvrir votre machine pour la première fois ou même les fois subséquentes. Je vous suggère pour le cadre du cours de garder la 18.04 LTS parce que tous mes examens vont être faits à partir de ça. Puis le laboratoire, on va considérer que vous avez cette version-là. Donc, on prend pour acquis que vous allez utiliser la version 18 LTS. Donc, si on vous demande de faire une mise à jour vers la version 20, dans votre utilisation personnelle, vous pouvez le faire, là, mais dans le cadre du cours, on vous demande de rester avec la 18.04 LTS. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en mode plein écran ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous n'avez pas un terminal ici, dans vos favoris, moi, je me suis placé un petit terminal parce que vous allez avoir souvent besoin d'utiliser un terminal dans vos favoris. Vous pouvez tout simplement aller ici faire une recherche sur terminal. Regardez, je cherche terminal ici. J'ai un terminal. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué dessus. Je l'ai fait glisser, ajouter à la barre de favoris. Comme ça. Donc, je fais échappe. Donc, je vois que j'ai un terminal qui a été ajouté ici à ma barre de favoris. Donc, j'en ai pas besoin de deux, là, mais là, j'en ai fait juste un pour vous montrer. Là, je vais enlever celui-là. Nom de Dieu! OK, là, j'ai cliqué 2 fois. Je vais monter ça un petit peu en haut. Donc, on va beaucoup utiliser les commandes terminales quand on est sous Linux. Donc, c'est possible. La plupart du temps, on est capable de faire l'équivalent de ces commandes-là en mode graphique, mais la plupart du temps, on va les tester en mode terminal. C'est beaucoup plus rapide, puis on sait exactement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Par expérience, des fois, j'ai utilisé des modes graphiques. Je pensais avoir fait des changements sur des fichiers, sur des dossiers. Puis des fois, je retournais au mode terminal parce que ce n'était pas effectif ou ça ne fonctionnait pas toujours du premier coup. Donc, si on regarde dans les notes de cours, une des premières commandes, c'est tout simplement aller voir les versions de Linux qu'on utilise. Donc, je retape exactement la commande qu'il y a dans les notes de cours. Avec cette première commande-là, cat etc os release, regardez ce que ça va donner. Ça va tout simplement me dire que j'ai une version Ubuntu 18.04 cat LTS. Il y a un nom de version qui est Bionic Beaver, etc. Fait que vous avez toutes les informations ici sur la version de Linux que vous utilisez. Je vais refaire les commandes qui sont dans les notes de cours. Donc, il y a plusieurs types de commandes qui nous permettent d'aller voir quelle version de Linux on a. Par exemple, LSB release ici "-a". Donc, on me dit le nom du module, la version, puis le nom de code, etc. La troisième commande, c'est host name, CTL. Donc, cette commande-là nous permet aussi de voir différentes informations sur la version de Linux qu'on a, comme le numéro de machine, etc. La dernière, qui est le uname-r, nous donne tout simplement le nom de la machine qui est là. Donc, je reviens aux notes de cours. On va revenir à nos démonstrations un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est pour connaître la version de Linux. Ensuite de ça, on vous suggère fortement de maintenir à jour votre version de Linux. Donc, vous faites tout simplement dans un terminal sudo apt update. Donc, ça, c'est une commande que vous allez réutiliser dans son format assez souvent
Parce que sudo, premièrement, il faut apprendre. Une des premières choses, c'est que si vous voulez faire une commande ou vous voulez ouvrir quelque chose en mode administrateur, vous êtes souvent mieux de mettre en avant de votre commande le mot sudo. Le mot sudo va vous permettre souvent de faire des trucs en mode administrateur. Il va vous demander votre mot de passe administrateur, puis ensuite de ça, il va exécuter la commande en mode administrateur. Donc, une des premières choses à retenir dans le cours d'aujourd'hui, en mode commande, souvent, on va utiliser sudo pour indiquer à notre version Linux qu'on veut faire tout simplement quelque chose avec tous les droits comme étant un administrateur. Donc, dans ce cas-là, si je fais une mise à jour sur ma machine virtuelle, je retourne à ma machine virtuelle ici, je fais tout simplement un sudo pour dire que je vais être en mode administrateur, apt pour aller chercher les packages, les paquets nécessaires, avec un petit update comme ça. Oh, je n'avais pas cliqué sur ma machine. Nom de Dieu! OK, je recommence. Sudo apt update. On va utiliser souvent aussi le apt pour aller chercher des paquets aussi de versions de logiciel qu'on a besoin. Donc, si je fais un sudo apt update, il me demande mon mot de passe administrateur, qui est admin avec un A majuscule, 1, 2, 3, étoile. Ensuite de ça, il va aller chercher les paquets qui ne sont pas à jour sur ma machine. Donc, ça va prendre un certain temps selon la vitesse de la connexion. Puis, normalement, regardez, ça n'a pas été très long. Il a mis à jour quelques paquets. OK? Ensuite de ça, je reviens aux notes de cours. Oups. Je reviens aux notes de cours. On vous parle aussi de faire un upgrade. Donc, de mettre à jour la version de Linux que vous avez. Je vous ai suggéré tantôt de ne pas le faire pour qu'on reste pendant les 2-3 semaines de la session. On va l'utiliser en version 18.04 LTS. Donc, je ne ferai pas le upgrade pour ne pas mettre à jour ma version de Windows. Pas ma version de Windows, mais ma version de Linux pour rester avec le 18 LTS. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est possible aussi d'utiliser la version graphique des mises à jour. Donc, le GUI, là, c'est le Graphical User Interface, que vous pouvez utiliser dans différentes versions de Linux. Ce n'est pas toujours la même chose. Si je vais ici, par exemple, dans les petits picots pour aller chercher des versions de logiciels, il y a ici là, le gestionnaire de mise à jour, donc qui est là. Donc, moi, je reconnais le logo parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise. Le gestionnaire de mise à jour, regardez si je clique dessus. Run. Ce ne sera pas très long. Il va regarder s'il y a des mises à jour qui sont possibles d'être faites sur ma machine Linux. Donc, au lieu de le faire en mode terminal, comme j'ai fait tantôt avec un sudo apt update, je peux lancer l'interface graphique qui permet de faire des mises à jour. Ça va être un petit peu comme ça dans les notes de cours. On va toujours voir la partie terminale avec les commandes et on peut le faire souvent l'équivalent en mode graphique. Donc, vous avez le gestionnaire de mise à jour ici qui vous permet de faire des mises à jour installées maintenant. Il me dit qu'il y a 39,2 mégaoctets seront téléchargés. Dans le cadre du cours, là, je ne le ferai pas. Là, je le ferai en dehors des notes de cours. All right, all right, all right. Donc, je reviens à ma petite présentation PowerPoint. Malgré qu'il soit open source, ben, ça prend quand même un antivirus sur votre Linux. Donc, si vous utilisez Linux, vous êtes quand même disponible pour certaines attaques de type informatique. Donc, on en indique un ici qui est ClamTK, un antivirus open source. Donc, il va être gratuit pour vous. Vous pouvez aller le chercher, l'installer. Vous avez un écran ici qui permet de voir les modules, comment gérer un petit peu votre antivirus. Donc, ça peut être une bonne situation pour ne pas avoir des attaques de type informatique sur votre machine Linux. Sinon, il existe plein d'autres versions d'antivirus. Vous avez un lien ici sur la communauté pour voir les plus populaires, les mieux cotés dans le monde de Linux, etc. Selon votre version Linux, ben, les éléments de sécurité vont être différents. Les failles de sécurité ne seront pas toutes les mêmes. Donc, si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous allez voir que selon les différentes versions de Linux, il y a des avantages, des inconvénients d'utiliser une version plutôt qu'une autre. Évidemment, la communication vers une machine Linux, ça devrait toujours être fait en SSH. On a vu ça dans les cours précédemment, comment on pouvait faire une communication en SSH. Ça permet de faire une communication sécurisée avec une clé publique puis une clé privée. Mais ça, c'est écrit dans les notes de cours. Vous le savez déjà, on l'a vu dans les cours précédents. Perfect. Section 2.
Sécurité sur Linux. Donc, les droits sur les fichiers et les dossiers. Donc, comment on va appliquer des droits sur des fichiers, sur des dossiers? Comment ça fonctionne sous Linux? Donc, ça, c'est une partie importante du cours. C'est sûr qu'à l'examen, il va y avoir des questions là-dessus. Contrairement à Windows, c'est vraiment différent. Donc, on va commencer par voir comment attribuer des droits sous Linux, soit aux fichiers ou soit au répertoire, au dossier. Donc, on va voir un petit peu comment faire ça sous Linux. Linux, à la base, c'est basé sur Unix. Donc, un ancien système d'exploitation qui est encore utilisé aujourd'hui, mais c'est une version légère de Unix qui était utilisée beaucoup à l'époque. Donc, la sécurité de Unix concerne le read, le write, puis le execute. Donc, comment est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut écrire ou est-ce qu'on peut exécuter, soit un fichier, soit un répertoire ou des choses qui sont dans l'ordinateur. Donc, la gestion de la sécurité des fichiers se fait, on donne des droits soit à un usager, soit à un groupe, ou soit pour les autres. Les autres, c'est qui ça? C'est n'importe qui n'est pas déjà enregistré comme usager ou comme groupe. Donc, exemple, si, mettons, par Internet, vous essayez de vous connecter à un serveur web, bien, vous n'êtes normalement pas connu du serveur, donc vous êtes les autres. Les autres, c'est les gens qui se connectent à l'ordinateur, mais qui ne sont pas un usager, qui ne sont pas un groupe, donc c'est les autres. Donc, on retrouve 3 blocs de permissions. Donc, on a, pour voir, par exemple, les permissions sur un groupe, je retourne à ma machine virtuelle. Donc, vous avez tout simplement à faire ici, pour voir ce qu'il y a sur l'ordinateur, un ls. Si j'ajoute un "-l", ben, je vais voir toutes les informations. Donc, si vous regardez, c'est un petit peu petit sur mon écran, là, mais vous avez ici à gauche pour voir si c'est un dossier ou si c'est un fichier. Ensuite de ça, vous avez toute la liste des droits sur le fichier ou sur le dossier. Puis ensuite de ça, vous avez l'usager qui est propriétaire de ce fichier ou ce dossier-là. Vous avez le groupe d'utilisateurs. Le troisième, on ne l'a pas mis parce que c'est les autres. Donc, les autres, c'est inconnu. OK? Puis ensuite de ça, vous avez des informations sur le fichier, le dossier, et puis quand est-ce que ça a été créé, la dernière modification. Puis quand on voit du bleu comme ça, bien, avec cette version-là de Linux, on sait que ça va être un dossier. Puis si on le voit en blanc comme ça veut dire que ça va être un fichier. Donc, je reviens aux notes de cours. Aux notes de cours, ben, on dit qu'on retrouve 3 blocs de permission. Il faut apprendre à démêler les droits qu'on va donner, puis ensuite à qui on va les donner. Donc, si on regarde le read, le write, le execute, ça, c'est les droits qu'on va donner. Ensuite de ça, vous avez à qui on va donner ces droits-là, usager, groupe et les autres. Donc, je continue dans le PowerPoint. Vous avez un exemple ici. Là. Dans l'exemple du PowerPoint, on a un dossier qui s'appelle bureau. Donc, si vous regardez en haut dans le dossier bureau qui est en bleu, ça commence par un D à gauche complètement. Donc, il faut apprendre que le D, ça veut dire que c'est un dossier. Okay? Si vous avez un tiret, ça veut tout simplement dire que c'est probablement un fichier. Okay? Donc, l'exemple d'en haut, c'est un dossier. L'exemple d'en bas, certif.pem, ça, c'est un fichier. Ça, la première des choses, c'est le premier caractère qui apparaît à gauche sur les droits. Ensuite de ça, on va voir les droits qui sont regroupés par 3. Donc, par 3, vous allez voir, par exemple, l'usager, le premier usager qui est Guy. Vous allez voir que pour Guy, vous avez RWX. Donc, le R, ça veut dire read, ça veut dire lire. W, ça veut dire write, pour pouvoir écrire dans ce dossier-là. Puis le X, c'est pouvoir exécuter. Donc, s'il y a des programmes exécutables dans ce dossier-là, vous allez pouvoir les exécuter. Vous avez, par exemple, à côté, dans la deuxième colonne, vous avez Guy qui est le nom du groupe. Bon, comme par hasard, ici, le nom du groupe, ben, il s'appelle Guy. Ben, les droits sur ce groupe-là, c'est les 3 caractères suivants. Donc, vous avez, par exemple, un R qui est pour read. Donc, le groupe, tous ceux qui font partie du groupe de Guy sont capables de lire. Le tiret, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas écrire. Puis le X, ça veut tout simplement dire qu'ils sont capables d'exécuter. Donc, tous ceux qui font partie du groupe, tous les usagers qui font partie du groupe de Guy, ben, ont ces droits-là sur ce dossier-là. Finalement, les autres, ceux qui arrivent de l'extérieur, qui ne sont pas un usager ou qui ne font pas partie d'un groupe, ben, ils ont R pour read, tiret, ils ne peuvent pas écrire, puis X pour exécuter. Donc, ça, c'est les autres usagers. Si on fait la même opération pour le fichier là, certif.pem, qui est en bas, juste en bas de bureau, ben, vous allez voir que pour l'utilisateur root,
qui est un usager, qui est le propriétaire du document, ben, première des choses, c'est un fichier. Deuxième des choses, RW- ça veut dire qu'on peut lire, on peut écrire, mais on ne peut pas exécuter pour l'usager root. Ensuite de ça, les 3 autres caractères, c'est pour le groupe. Le groupe, lui aussi, s'appelle root. On peut seulement les lire. R-, ça veut dire qu'on peut seulement les lire. Finalement, pour les autres usagers, ceux qui ne font pas partie du groupe root, puis ceux qui ne sont pas l'usager root propriétaire, ben, ils peuvent seulement les lire. R-, ça veut dire qu'ils peuvent seulement les lire. Donc, il faut reprendre ça tranquillement, essayer de comprendre comment fonctionnent les droits sous Linux. Vous avez le propriétaire du document, l'usager. Vous avez aussi un groupe. On peut créer un groupe, puis rendre des usagers qui vont faire partie du groupe. Puis ensuite, vous avez les autres. Toutes les autres qui ne sont pas soit propriétaires, soit usagers, ou soit tout simplement faire partie d'un groupe. Donc, si on regarde, vous avez un super petit graphique ici qui vous permet de comprendre où sont placées les choses que je viens de vous parler. Donc, vous avez la partie gauche, complètement à gauche, qui vous indique que c'est un répertoire, un dossier, ou c'est un fichier. Puis, vous avez aussi un regroupement de 3 caractères qui est le RWX. Si ce n'est pas le cas, c'est un tiret. Donc, il faut comprendre, il faut démêler un petit peu ça. L'usager, bon, c'est les 3 premiers caractères. Donc, vous avez une flèche qui pointe sur l'usager, par exemple, Guy en haut. Vous avez le groupe qui est les 3 caractères suivants, qui est le groupe qui s'appelle Guy. Puis ensuite, vous avez les autres. Donc, les autres, ben, il n'y a pas de nom attribué à les autres, ça peut être n'importe qui. Puis vous avez les droits qui sont... Il faut apprendre vraiment là, les 3 premiers caractères avec le RWX. Si c'est un tiret, bien, ça veut dire que ce n'est pas appliqué. Vous avez, par exemple, le groupe avec les 3 caractères suivants. Puis vous avez les autres personnes qui ne font pas partie du groupe, qui font pas partie d'un usager. Donc, qui ont les 3 caractères suivants pour indiquer les droits sur soit un dossier ou soit un fichier. Perfect. Donc, ça va pour ça. Si on regarde, si on revient à ma machine virtuelle, ici, on voyait tout simplement, là, c'est écrit un peu petit, là, mais la première lettre qui était le D, c'était pour me dire que c'était un dossier. Ensuite de ça, j'avais les 3 lettres suivantes pour l'administrateur qui a tous les droits dessus. Il y a un groupe qui s'appelle administrateur qui a ces 3 caractères-là, lecture et exécution, mais il n'y a pas l'écriture. Puis pour les autres, il y a lecture, exécution. Puis encore une fois, il y a un tiret pour dire qu'il n'y a pas de W, donc il n'y a pas d'écriture. Donc, tout simplement, l'administrateur a le droit d'aller écrire dans le bureau, sur le dossier bureau. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Il faut vraiment démêler les premiers caractères qui apparaissent ici avec les usagers, avec les groupes, puis ensuite les autres qui n'apparaissent pas ici. Je reviens aux notes de cours. OK. Ensuite de ça, pour générer des permissions à un fichier dans un Linux, OK, il y a 3 commandes principales qu'on va souvent utiliser. Il y a chgrp, change group, pour changer le groupe propriétaire du fichier ou du dossier. Donc, vous allez pouvoir, avec cette commande-là, changer le groupe. Vous avez un exemple ici à droite dans la petite fenêtre pour nous montrer, par exemple, comment changer le groupe. Exemple, vous avez créé un nouveau groupe. Vous avez, par exemple, 26 étudiants qui peuvent interagir dans ce dossier-là. Donc, vous allez pouvoir faire un chgrp pour change group, pour changer le groupe sur un dossier. Perfect. Vous avez aussi le chown qu'on utilise souvent, le chown, pour changer le propriétaire du fichier ou du dossier. Donc, par exemple, si vous créez, par exemple, un site web, vous donnez accès à des utilisateurs, vous pouvez changer sur un dossier, mettre sur un dossier, par exemple, un nouveau propriétaire qui va avoir accès pour modifier justement ces droits-là. Donc, le chown, pour qu'on dit communément chown, ben on va pouvoir l'utiliser pour changer qui est le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier. Et le troisième, et non le moindre, qu'on utilise à toutes les sauces, parce que si vous êtes administrateur d'une version Linux, ben vous allez avoir des usagers, vous allez avoir des groupes. Puis souvent, il va falloir changer les permissions selon ce que vous allez faire avec un dossier ou avec un fichier. Donc, changer les permissions d'accès du fichier ou du dossier, ça permet tout simplement le change mode, de changer les petits caractères qui sont ici en avant. Là. Vous allez pouvoir, avec le change mode, aller changer ces éléments-là. Pour gérer les permissions d'un fichier dans Linux, il y a 3 blocs de droits, comme on l'a dit précédemment. Il y a l'usager, le user.
Il y a le groupe. On peut créer un groupe puis insérer des usagers à l'intérieur. Puis other, c'est les autres qui ne sont pas soit dans un groupe ou qui ne sont pas dans un usager. Je pense que ça fait 8 fois que je le répète, mais c'est important de bien l'apprendre pour les permissions sur Linux. Vous avez les droits, le fameux read, write, execute. Read, si on fait la traduction libre en québécois, c'est pour lire. Write, c'est pour écrire. Execute, bien, c'est pour exécuter, par exemple, un programme exécutable. Il faut être stratégique dans les droits accordés à un fichier ou à un dossier. OK? Donc, si vous donnez tous les droits tout le temps, bien, vous enlevez toute la sécurité sur le fichier ou sur le dossier. Donc, souvent, il faut jouer avec les droits, réfléchir. Oui, on vous demande un peu de réfléchir pour donner les bons droits à un dossier ou à un fichier pour savoir qui a le droit d'aller le modifier ou pas. Si vous donnez toujours tous les droits, bien, tout le monde va pouvoir aller modifier ce fichier-là ou ce dossier-là. Puis à ce moment-là, vous perdez toute sécurité sur ce fichier ou ce dossier-là. Il faut se souvenir que les droits les plus restrictifs s'appliquent en tout temps. Donc, pour un usager, un propriétaire, pour le groupe, puis pour les autres. Donc, si vous limitez les droits, ben, il y a le plus de sécurité possible. Par contre, vous allez voir que de temps en temps, il faut accorder des droits à un usager ou accorder des droits à un groupe parce que souvent notre machine va devenir un serveur puis va servir, par exemple, à d'autres usagers. Ici même, si le groupe a le droit de modifier le fichier, le propriétaire n'a pas le droit, même s'il fait partie du groupe. Donc, on vous a montré un exemple un peu spécial. Donc, si vous regardez, c'est un fichier parce que ça commence par un tiret. C'est un fichier test.txt. Vous avez le propriétaire qui est R-. Donc, à ce moment-là, il peut aller le lire, mais il ne peut pas aller écrire, puis il ne peut pas aller exécuter. Ensuite de ça, le groupe, lui, par contre, le groupe qui s'appelle Guy, a RW-. Donc, il peut aller lire, il peut aller écrire. Donc, le groupe, grosso modo, lui, il peut aller lire et écrire, mais un usager qui s'appelle Guy, lui, va pouvoir seulement aller lire. Donc, c'est comme ça. Il faut vraiment regarder là, les caractères devant le dossier ou devant le fichier pour voir quels sont les droits. Quand vous êtes administrateur d'un serveur, vous allez avoir souvent à aller jouer avec ces droits-là. À créer des groupes, à créer des usagers, puis ensuite de ça, attribuer des droits à ces groupes et à ces usagers-là. Donc, pour définir les droits, deux façons de faire. Soit qu'on utilise les lettres, comme on a vu jusqu'à l'instant dans les exemples qu'on voyait. On pouvait utiliser user, group, autre. Donc, vous avez U, G et O pour attribuer des droits ou faire des changements de groupe ou des utilisateurs. Vous avez le plus qui donne un droit, par exemple, à un usager. Vous avez le moins qui va supprimer un droit à un usager. Puis, vous avez le égal qui va affecter un droit à un usager ou à un répertoire ou à un groupe. Donc, c'est la façon de faire avec les exemples qui sont là. Donc, la première façon, c'est d'utiliser les lettres. Deuxième façon, c'est d'utiliser les chiffres. Donc, avec les lettres ici, vous pouvez utiliser les chiffres. Souvent, on va parler d'un droit maximum. En termes informatiques, on va dire on a donné le droit 777. Donc, 777, si on regarde la façon de calculer, c'est read, write et execute. Donc, si on regarde ici, le 7 va correspondre, par exemple, à l'usager. Le premier usager, lui, il a le droit 7. Ça veut dire qu'il y a read, write et execute. Le calcul est affiché dans le petit graphique à droite. Donc, le premier élément à gauche vaut 4. OK? Le deuxième élément vaut 2. Puis le troisième élément vaut 1. On additionne ces trois éléments-là, s'ils sont sélectionnés ou pas. Ça nous donne un chiffre correspondant. Ceux qui ont appris dans leur cours à faire un peu de binaire, ben, c'est l'équivalent du binaire qu'on voit ici. Donc, dans les trois caractères qui sont là, celui qui est complètement à droite, il vaut 1 s'il est allumé. Le bit est allumé, donc ça vaut 1. Le deuxième élément, si le bit est allumé, ça vaut 2. Puis le troisième élément, si le bit est allumé, ça vaut 4. C'est exactement pareil comme trois caractères binaires qui sont un à côté de l'autre. Donc, c'est la façon de calculer. Donc, si on regarde, par exemple, aucun droit, ça donne 0. 0 plus 0 plus 0, ça donne 0. Puis le droit maximum qu'on voit en bas, RWX, ça donne 7. Okay? Souvent, par exemple, quand on va faire du web, dans un dossier, on va permettre à un utilisateur externe de venir enregistrer dans un dossier. On n'aura pas le choix de mettre des droits souvent comme 777. Ou tout simplement, on va mettre, par exemple, un droit juste de 1 pour faire en sorte qu'il n'est pas capable de lire, il n'est pas capable d'écrire, mais il va être capable d'exécuter un fichier, par exemple. Ça, ce serait le droit 1.
Donc, essayez de comprendre un petit peu le tableau qui est à droite pour faire la correspondance avec les chiffres qui sont là. C'est sûr qu'à l'examen, on va revenir avec des questions là-dessus. Il faut apprendre vraiment comment fonctionne l'attribution des droits, puis l'équivalent en chiffres. Donc, on va vous demander de faire des exercices là-dessus, puis de vous habituer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un droit 777, qu'est-ce que ça veut dire un droit qu'on va utiliser souvent qui est 775 ou qui est 755. C'est des droits qu'on va utiliser souvent quand on administre un serveur web ou quand on administre tout simplement un serveur tout simplement sous Linux. On passe à la prochaine diapositive. On vous montre quelques exemples. Donc, vous avez un change mode plus R sur test.txt. Ça veut dire quoi en mots en bon québécois? Ajouter le droit de lecture à tout le monde. Donc, tout le monde va pouvoir avoir le droit de lecture sur ce fichier-là, test.txt. Par exemple, ici, on a change mode, GO-R, test.txt, enlève le droit de lecture au groupe et aux autres. Donc, le groupe, c'est G, les autres, c'est le O. Ensuite de ça, vous avez un change mode U plus RX, donc U pour l'usager, le propriétaire, ajouter le droit de lire et d'exécuter au propriétaire. Donc, c'est ce que ça va faire à cet endroit-là. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu là, les lettres, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Par exemple, le U, c'est un usager. Donc, change mode U égale RWX, c'est qu'on va affecter tous les droits au propriétaire, puis au groupe G égale R, le droit de lecture au groupe, puis O égale tiret, donc aucun droit aux autres personnes. Donc, essayez de comprendre cette ligne-là. C'est le genre de questions qu'on va pouvoir vous poser. U pour le propriétaire, c'est le user. G pour le groupe. Puis ensuite de ça, O pour other. Perfect. Un peu plus difficile quand on n'est pas habitué avec le mode Linux, c'est avec un change mode sur, mettons, 777 test.txt. Donc, tout le monde a le droit de tout faire sur ce fichier-là. C'est le mode le moins restrictif possible. Donc, 7, c'est pour le usager, le propriétaire. Le deuxième set, c'est pour le groupe. Le troisième set, c'est pour les autres, other. Donc, si on ne spécifie pas, juste dans l'ordre où on le voit là, le premier set pour le propriétaire du fichier test.txt. Le deuxième set, c'est pour le groupe. Le troisième set, c'est pour les autres, other. Donc, vous voyez que 777, c'est tous les droits. On donne les droits à tout le monde. Vous avez un autre exemple avec un 400. Donc, si vous regardez dans l'ordre, le 4 va indiquer que je donne les droits 4. Ça veut dire 4, ça veut dire la partie gauche. Je donne les droits, par exemple, au propriétaire du fichier, tout simplement d'aller lire. Donc, si on regarde à la page précédente, si on revient à la page précédente, si on regarde le 4, ça veut dire R-, ici. Ça veut dire qu'on donne le droit d'aller lire au propriétaire. Donc, on retourne à la page suivante. Le 4 ici, ça veut dire R. 00, ben, ça veut dire 0, aucun droit. Donc, le groupe n'a aucun droit. Les autres, other, n'ont aucun droit. Mais par contre, le propriétaire, lui, a le droit tout simplement d'aller lire. Donc, change mode s'utilise sans le sudo, si l'usager est propriétaire du fichier. Donc, si vous êtes propriétaire du fichier ou du dossier, vous n'êtes pas obligé de mettre le sudo. Mais dans le cas contraire, vous pouvez quand même mettre un sudo, sudo, en avant de chacune des commandes qui est là. Donc, ça permet d'aller changer les droits sur un fichier ou sur un dossier. Donc, si on regarde ici, évidemment, il existe l'équivalent graphique. Pour gérer des fichiers, il est aussi possible d'utiliser l'interface GUI. Donc, l'interface graphique nous permet aussi d'aller changer les permissions sur un dossier. Ça vaut peut-être la peine que je vous montre une petite démonstration là-dessus, parce que pour aller changer les droits sur un fichier ou sur un dossier, il faut absolument que vous soyez administrateur. Donc, il y a des gens qui vont essayer de le faire en mode graphique, puis ça ne fonctionnera pas. Donc, l'important, ça va être, je vais m'ouvrir un nouveau terminal. Puis dans le nouveau terminal, je vais démarrer l'espèce ici là, d'explorateur de fichiers qui existe sous Linux en mode administrateur. Pour faire ça, je vais taper sudo. Ensuite de ça, je vais taper tout simplement Nautilus. Donc, je répète, parce que ce n'est pas écrit tel quel dans les notes de cours. Vous allez tout simplement taper sudo pour dire que vous êtes administrateur,
Puis Nautilus, c'est le nom du logiciel qui permet de naviguer dans les dossiers, les fichiers. OK? Donc, si vous voulez le faire en mode graphique, il faut absolument que vous le fassiez de façon administrative. Vous devez être l'administrateur. Pour ouvrir un Nautilus en mode administrateur, c'est sudo Nautilus. Si on regarde ce que ça donne, il me demande d'entrer le mot de passe administrateur pour s'assurer que je suis vraiment l'administrateur. Je rentre mon mot de passe. C'est normal, il n'y a rien qui s'écrit sur le curseur pour pas qu'on voit le mot de passe. Ensuite de ça, j'attends. Il va m'ouvrir un Nautilus. Le Nautilus, c'est l'espèce de l'équivalent du gestionnaire de fichiers de Windows. L'avantage de l'ouvrir de cette façon-là, au lieu de cliquer sur l'icône, c'est que maintenant, je vais être administrateur du Nautilus, du petit logiciel. Donc, je vais pouvoir aller changer les droits et les permissions sur un dossier ou sur un fichier. Donc, si je vais, par exemple, ici, à la racine de mon ordinateur, je vais, mettons, sur var, bouton droit de la souris, je vais dans Propriétés, je vais pouvoir cliquer sur Permission ici, puis regardez, c'est l'équivalent un peu là, des droits qu'on vient de voir sous Linux. Donc, pour le propriétaire, pour le groupe, pour les autres. On peut mettre, par exemple, ici, lire seulement, accéder aux fichiers, création et suppression de fichiers. Donc, si on met création, suppression, création, suppression, création, suppression, c'est l'équivalent de faire, comme on a vu dans les notes de cours, 777, ou tout simplement là, RW. OK, c'est l'équivalent quand même de faire RW puis X pour execute. Donc, faire, mettons, création, suppression, création, suppression, création, suppression. C'est là, vous madame Marvis. Ouais, sinon, allez. Bon, on poursuit avec le diaporama. Pour gérer les groupes. Donc, première des choses, ben, vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs. Donc, permet d'ajouter un nouveau groupe. Vous avez groupe add qui vous permet d'ajouter un utilisateur. Donc, par exemple, groupe add, vous avez un exemple ici, vous allez pouvoir ajouter un groupe d'utilisateurs. Ça veut dire que vous allez créer, vous donner un nom, un groupe, puis ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir ajouter des usagers à ce groupe-là. Vous avez groupe del qui permet de supprimer un groupe. Donc, après avoir créé, mettons, un groupe d'utilisateurs, mettons, la session se termine, les utilisateurs n'ont plus le droit d'aller sur votre serveur. Donc, vous pouvez détruire le groupe pour plus que ces étudiants-là, ces groupes d'étudiants-là, par exemple, accèdent à votre serveur. Vous avez CHGRP pour Change Group qui permet de changer un groupe d'un élément Linux. Donc, vous voulez qu'il ait accès à autre chose, bien, vous pouvez faire Change Group d'un élément Linux. Vous avez GPASWD pour groupe password, permet d'ajouter un mot de passe à l'administration du groupe. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui doit administrer un groupe d'usagers. Donc, vous pouvez tout simplement, je devrais dire un groupe tout court. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe pour être capable de gérer ce groupe-là. Vous avez user mode -AG, A minuscule, G majuscule, permet d'ajouter un utilisateur au groupe identifié. Donc, c'est bien beau de créer des groupes, mais s'il n'y a personne à l'intérieur, ça ne donne absolument rien. Donc, il faut absolument, quand on crée un groupe, par la suite, ajouter des utilisateurs à ce groupe-là. Donc, vous avez l'exemple ici avec user mode -A minuscule avec un G majuscule. Vous avez les exemples qui sont en bas. Souvent, mettre un sudo avant pour montrer que vous êtes administrateur pour pouvoir, par exemple, gérer. Donc, ajouter, par exemple, un utilisateur à un groupe. Vous avez le groupe web qui est là. Ben, il y a Guy qui est ajouté au groupe web, puis il y a Test qui est ajouté au groupe web dans l'exemple que vous avez en bas. Donc, je n'irai pas à ma machine virtuelle. Vous avez un copier-coller, exemple de ce que vous pouvez faire dans le terminal pour, par exemple, ajouter un utilisateur. Un utilisateur à un groupe. Donc, c'est tout simple que ça. Ensuite de ça, pour gérer les groupes, ben, vous avez le fameux cat ETC groupe qui va vous permettre de donner des informations sur le groupe pour voir la liste des groupes, pour voir qui fait partie d'un groupe, etc. Pour voir la liste des groupes. Vous avez tout simplement un groupe avec le nom de l'usager, permet de connaître les groupes dont est membre un usager. Donc, si vous avez beaucoup d'usagers sur un serveur, vous allez pouvoir voir, cet usager-là fait partie de 3 groupes. Bien là, avec groupe, avec un S comme ça, avec le nom de l'usager, il va vous montrer la liste des groupes duquel il fait partie.
C'est aussi simple que ça. Il faut tout simplement créer des usagers sur votre machine, créer des groupes, mettre des usagers dans des groupes, puis ensuite de ça, manipuler tout ça. Dans le laboratoire de cette semaine, c'est un peu ce qu'on va vous faire à un moment donné. Dans une des parties du laboratoire, on va vous faire créer des usagers, on va vous faire créer des groupes, puis ensuite de ça, vous allez devoir administrer les usagers et les groupes avec les commandes qu'on a vues dans les notes de cours. Ensuite, sécurité sur Linux. Ben, pour gérer les usagers, évidemment, il faut créer des usagers. Donc, Add User permet d'ajouter un utilisateur. PassWD, bon, pour password, permet de changer le mot de passe d'un usager. Quand vous allez créer un usager, vous allez devoir créer un mot de passe pour cet usager-là. C'est important qu'il soit pris en note en quelque part parce que vous devez, ensuite de ça, donner le mot de passe à l'usager. Ensuite de ça, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller un code d'usager. Donc, un usager, par exemple, qui aurait fait des choses pas correctes, vous pourriez verrouiller son compte. Ensuite de ça, vous avez Del User qui permet tout simplement de supprimer un usager, un utilisateur. Donc, je mélange souvent usager et utilisateur. Vous avez Cat ETC Password, permet d'obtenir la liste des usagers. Donc, avoir toute la liste des usagers. Il existe aussi User Add, version basique, disponible dans toutes les distributions de Linux. Donc, les paramètres sont un petit peu différents pour cette commande-là. Donc, ça dépend de la version de Linux que vous avez. Pour ajouter un usager, la commande Add User est plus simple parce que là, on utilise Ubuntu, on va utiliser un Add User. Le groupe associé à l'usager est automatiquement créé. Donc, il y a un dossier personnel qui est créé. Donc, ETC scale, préconfig, possible. Donc, on peut configurer possiblement, par exemple, ici, dans l'exemple qu'on voit, on add user à liste. Puis après ça, on peut dire à quel groupe il fait partie, changer le groupe par défaut. Vous avez le "-e" qui permet de fournir une date d'expiration. Puis vous avez le "-f" qui permet au compte désactiver si MP expire. MP, c'est pour le mot de passe. Donc, si le mot de passe expire, ça veut dire que le compte est désactivé. Donc, vous pouvez donner une date d'expiration à un usager que vous avez créé. Donc, ça fait bien de l'allure pour créer un usager. Puis, exemple, d'ici la fin de la session, faire en sorte que les comptes soient désactivés. Perfect. Donc, je passe rapidement. C'est possible de gérer les usagers aussi en mode graphique. Donc, on vous présente ici que c'est possible. Mettons que vous êtes plus graphique puis vous ne voulez pas apprendre toutes les commandes par cœur de cette version-là de Linux. Bien, vous pouvez le faire en mode graphique comme ça. Donc, si je vais, par exemple, à ma version Ubuntu, et je la déverrouille, donc, vous pourrez tout simplement ici, là, dans la liste des paquets, tout simplement, utilisateur et groupe. Encore une fois, je vais avoir en mode graphique, utilisateur et groupe, qui permet, je vais l'installer. Vous avez vu un petit peu là, ce que permet de faire cet outil-là. Je le ferme. Je reviens aux notes de cours. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Sécurité sur Linux. Bien évidemment, bastion de sécurité. Le bastion de sécurité sous Linux, c'est le firewall. Donc, sécurité sous Linux, la sécurité d'une machine Linux ou Windows se fait généralement à partir d'un bastion de sécurité. Donc, c'est le firewall. Le fameux firewall, le bastion de sécurité, ben, nous permet de laisser entrer ou de laisser sortir des choses et pouvoir paramétrer ce qui peut rentrer, ce qui peut sortir.
Donc, dans le petit graphique qu'on a ici, la plupart du temps, sur une machine Linux, sur un serveur, on va pouvoir laisser rentrer et sortir des choses. Mettons, on laisse rentrer des choses. La plupart du temps, ça va être en SSH. Donc, la personne qui veut se connecter ou administrer un système à distance va se connecter en SSH pour pouvoir aller porter des fichiers, aller faire une gestion du serveur à distance. Par contre, c'est possible de le faire aussi pour le web. On va avoir des serveurs, par exemple, qui sont web, qui vont permettre de laisser rentrer des requêtes ou de laisser sortir des données. Donc, souvent, on va avoir un logiciel qui va permettre de faire ça. Comme souvent sous Linux, si on fait un serveur web, on va avoir Apache qui va nous permettre de faire, par exemple, de la programmation ou des bases de données. Donc, ce petit graphique-là, c'est un petit peu ça qui nous explique comment on peut rentrer ou sortir avec le petit bastion de sécurité, le firewall, qu'on va installer sous Linux. Perfect. Donc, concept généraux d'un bastion de sécurité se gère comme ceci. Par défaut, on va faire en sorte que toutes les communications ne pourront pas entrer. Donc, doivent être interdites en entrée. Donc, la ligne de commande qui nous permet de faire ça, c'est deny IP any. Donc, on va faire en sorte que tout va être refusé. Par contre, il faut ouvrir uniquement les ports nécessaires pour établir des communications. Par exemple, si on veut permettre à quelqu'un de venir paramétrer notre serveur en SSH, il faut ouvrir certains ports. Si on veut, par exemple, permettre que notre serveur soit un serveur web, c'est-à-dire héberger des pages web, puis que les gens à l'extérieur puissent venir chercher les pages web, donc il faut faire certains compromis pour ouvrir des ports ou d'en fermer quelques-uns. Comme par exemple, permit TCP 80, réseau local ANY. Donc, ça permet d'ouvrir le port 80 pour, par exemple, faire du web. Le 443, par exemple, pour faire du web sécurisé. Donc, vous avez deny IP, any. Donc, par défaut, on va refuser, mais dans certaines circonstances, avec certains ports, on va être capable de les ouvrir soit en entrée ou soit en sortie. Sous Ubuntu, Bastion se gère avec UFW. Donc, UFW Enable, ça permet d'activer le Bastion. Ensuite de ça, sudo UFW Default Allow Outgoing permet de tout permettre en sortie. Donc, on peut prendre quelque chose du serveur puis l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ça, on peut le permettre, mettons, avec cette commande-là. UFW Default Deny Incoming, ça va permettre de tout refuser en entrée. Donc, si on va envoyer quelque chose sur le serveur, par défaut, ça va tout être refusé. Par contre, ici, on peut allouer, par exemple, l'accès à certains ports. Donc, sudo UFW Allow Port, sudo UFW Deny Port, donc ouvrir ou fermer les ports. Allow from IP address, on peut dire une certaine plage d'adresse IP. On va accepter, par exemple, qu'ils viennent chercher des données sur notre ordinateur. Souvent, on va faire ça pour un serveur, par exemple, au ministère de la Justice, il y a un étage où il y a des sites web qui sont accessibles juste à l'interne. Donc, à l'extérieur, ils n'ont pas le droit d'accéder à des pages web, mais juste à l'interne, il y aurait une plage d'adresse IP qui pourrait, par exemple, aller chercher des pages web. Delete allow from IP address, donc détruire, par exemple, les permissions sur une adresse IP, ou ça peut être une plage d'adresse IP aussi. Il est aussi possible de gérer le Bastion avec une interface graphique. Donc, vous avez juste installé l'interface graphique qui permet de faire ça. Sudo apt installe GUFW. Donc, ceux qui voudraient le gérer avec une belle petite fenêtre, peut être capable d'autoriser ou refuser l'accès à certaines adresses IP ou à certains groupes d'usagers ou des choses comme ça. Donc, vous pourriez créer, tout simplement installer la partie graphique de UFW. Donc, vous avez la commande qui est ici pour installer la partie graphique de votre firewall sous Linux. Et en terminant, on passe à la prochaine diapositive. Ça va être évidemment ce qu'on va faire probablement la semaine prochaine. On va installer un serveur web sous notre version de Linux. Donc, gestion d'un serveur Apache. La plupart du temps, sur une version de Linux, il y a plusieurs versions de serveurs web qui sont disponibles. Une des plus utilisées encore dans le monde, c'est la version Apache. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est quand vous allez installer un serveur Apache sur votre machine Linux, vous allez avoir à le faire en terminal laboratoire cette semaine. Là. Maintenir le service à jour, donc faire en sorte que le service soit à jour et qu'on puisse se connecter. Il y a plusieurs règles permettant de minimiser les attaques de déni de service, les DOS, donc pour faire en sorte que quelqu'un n'essaye pas d'attaquer notre serveur.
gérer les permissions des répertoires à la racine du serveur. Ce qu'on vient de voir dans le cours d'aujourd'hui, ça va être très important de donner les bons droits aux bons endroits, aux bons répertoires pour faire en sorte que notre serveur soit quand même sécuritaire. Gérer les inclusions du côté serveur, donc faire en sorte que les gens ne viennent pas faire un paquet de choses sur notre serveur. Protéger les scripts CGI, parce que si quelqu'un peut envoyer quelque chose sur notre serveur, mais s'il y a des scripts CGI qui vont s'exécuter sur la machine, ça peut faire des dommages. Il faut faire attention à ça. Protéger la configuration du système et des fichiers du serveur. Donc, faire en sorte que personne n'aille modifier la configuration de façon non désirée. Surveiller les journaux d'événements pour voir s'il y a des gens qui ont essayé de se connecter de façon intempestive ou de façon malveillante, peut-être. Donc, il y a des logiciels qui permettent de voir ça avec les journaux, vérifier s'il y a des gens qui ont essayé de se connecter puis que c'est un peu douteux. Donc, ça arrive des fois. Donc, ça termine le cours d'aujourd'hui. Vous avez les liens de ce qu'il y a à faire, où on a pris nos informations pour la théorie d'aujourd'hui. Je termine en vous montrant un petit peu là, le laboratoire de cette semaine. Vous allez avoir un nouveau laboratoire cette semaine qui est le TP3 partie 1. Donc, dans le TP3 partie 1, ben, vous allez avoir au moins 4 étapes à faire. La première partie, sécuriser l'environnement Linux. Donc, démarrer notre version Linux. Comment se connecter? La carte de réseau. On vous demande de choisir pour ce laboratoire-là le NAT pour la carte de réseau. Ensuite de ça, rouler la machine virtuelle. Ensuite de ça, on vous demande tout simplement d'aller chercher, par exemple, les différentes commandes pour aller voir les versions de Linux que vous avez sur la machine. Les commandes que j'ai faites en démonstration du début de théorie, on vous demande de les faire ici. Donc, on vous demande de faire quelques petites commandes. Ensuite de ça, on vous demande de créer des usagers, de créer des groupes pour pouvoir contrôler ce qu'il va y avoir sur votre machine. Donc, on fait un petit rappel des commandes que vous pouvez utiliser pour créer des usagers, créer des groupes. Vous avez tout ça dans les notes de cours aussi. Ensuite de ça, là, il y a la section 3. On va demander d'installer un serveur web. Ensuite de ça, de tester, voir si le serveur web fonctionne sur votre machine. On ne va pas en faire tant plus que ça pour la première partie. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir voir si ça fonctionne. Puis ensuite de ça, vous allez voir quelques commandes à faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser pendant les périodes de laboratoire. Sinon, vous envoyez un MIO. Vous envoyez tout simplement un message dans Teams. J'essaie de répondre le plus rapidement possible quand je peux le faire. Et puis, si vous avez des problèmes techniques avec votre machine virtuelle, avec les commandes, avec la création de groupes, l'installation, par exemple, du serveur web, on a un peu d'expérience là-dessus. Donc, je vous invite à venir nous poser des questions pendant les heures de laboratoire. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça termine la matière pour cette semaine. Merci. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.